Vous m'entendez? En toute modestie, bien des gens pratiquent les démarches dont il va être question ici. Ce qui peut-être caractérise mon travail, mon approche, ma recherche-action, eh bien c'est de trouver des liens entre ces démarches. Et cela va être l'objet de cette première partie, cette matinée, et ces présentations seront illustrées par des photos, des images qui peut-être vous permettront de mieux comprendre mes propos. Pour me présenter, quelques mots. Parcours de passeur. Passeur, comme l'a mentionné Muriel juste auparavant. Une citation. Je me suis aperçu que j'avais mené une vie de passeur, de plus d'une façon. Après avoir traversé moi-même les frontières, j'essayais d'en faciliter le passage à d'autres. Frontières d'abord entre pays, langue, culture. Ensuite entre domaines d'études. Domaines d'études dans le champ des sciences humaines. Mais frontières aussi entre le banal et l'essentiel, le quotidien et le sublime, la vie matérielle et la vie de l'esprit. Cette citation, elle est en épilogue du livre de Todorov, Devoir et délices, une vie de passeur, publié en 2002, au Seuil. Je porte un nom étrange, très difficile à prononcer. Cependant, je suis né en 1947 à Paris, dans la clinique de l'Atlas, rue de l'Atlas, là où est né Georges Perec. Mon père est venu de Pologne en 1928 pour terminer des études, disait-il. Mes grands-parents maternels ont fui la Russie de l'époque en 1905 à la suite des pogroms. Moi-même, j'ai fait le choix, étant germaniste, à partir de 1969, de traverser la frontière et de vivre outre-Rhin, à Francfort. Donc j'y réside depuis. Théâtre-récit, dont il va être question. Eh bien, qu'est-ce qui nous mène à ce théâtre-récit? Pourquoi avoir choisi ce terme théâtre-récit? C'est dans ce parcours professionnel que je vous propose, au cours des prochaines minutes, de montrer les liens que l'on trouve en Europe. C'est clair. Le théâtre-récit nous est venu en 1975 des États-Unis. Mais les racines, dans ma compréhension, elles sont européennes. C'est la raison pour laquelle je vous parlerai également du psychodrame dans un premier temps, et puis de formes que nous avons développées, dramaturgie relationnelle, psychodramaturgie linguistique. Tout ceci pour, dans la deuxième partie de ma conférence, pour mener vers où va cette forme, où va ce théâtre de récit de vie aujourd'hui dans le monde. Oui, tout est langage. Titre d'un livre posthume. Je crois que Françoise Dolto a apporté beaucoup de choses, entre autres
fait prendre conscience du fait que tout est langage, verbal, non verbal, tout parle. Comment entendre tout ce qui parle. Tout est langage et tout est relation. Dans mon parcours professionnel, je vous propose en quelque sorte une forme d'autobiographie intellectuelle, terme emprunté à Paul Ricoeur. Paul Ricoeur constate qu'il n'y a pas de parcours, ou qu'il n'y a pas de théorie de la reconnaissance. Il existe une théorie de la connaissance, mais pas de théorie de la reconnaissance. Ce terme de reconnaissance est très présent dans le type de théâtre que nous développons aujourd'hui. Sur quoi repose ce théâtre? Eh bien, sur une philosophie. C'est la philosophie de la rencontre. Invitation à la rencontre, et ce terme est le titre Einladung zur Begegnung, zu einer Begegnung en 1914. Moreno. Moreno, c'est souvent appelé J.L. Moreno aux États-Unis. Son vrai nom est Jacob Levi Moreno. Il a vécu à une période de Freud. Il a poursuivi également peu de temps les enseignements de Freud à l'université de Vienne, en formation en médecine. À l'époque, il se rend compte qu'il doit développer d'autres choses, d'autres pratiques. Nous sommes en 1914. Invitation à la rencontre. Elle n'a pas eu lieu, on le sait. En 1917, il devient médecin et il travaillera dans les camps de réfugiés en Autriche. Il comprendra qu'il est important de trouver des liens fondamentaux dans les personnes qui sont déplacées. Donc, ce seront les premiers pas de la sociométrie qu'il développera ensuite aux États-Unis. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que Martin Buber a contribué à ce travail, au travail de recherche-action qui a eu lieu à Vienne. Martin Buber, autrichien. Comment? Martin Buber propose donc une recherche entre le je et le tu. Comment faire qu'il y ait rencontre entre deux êtres, entre plusieurs êtres. Martin Buber a enseigné à partir de 1923 à l'université Goethe la philosophie des religions. En 1933, Martin Buber, comme 30% des enseignants de l'université Goethe, ont dû quitter l'université, ont dû s'exiler, étant juifs, communistes, socialistes. Jonathan Fox, le fondateur du théâtre-récit, ce que je propose d'appeler en français, aux États-Unis, playback theater. Le mot playback fait penser à la voix off, à la musique. On pourrait même penser au karaoké de nos jours. Tout est langage. Il est difficile de trouver les mots pour expliquer ce que nous faisons. Jonathan Fox propose, dans sa publication de 1994, une rencontre sociale radicale. Qu'est-ce à dire? Comment le réaliser? Il propose d'être acteur social et acteur citoyen. Le terme d'acteur citoyen est en relation avec le travail d'Auguste Boal. On connaît Auguste Boal en France. On y reviendra tout à l'heure. L'objectif, finalement, de ce parcours, de cette réflexion, de cette auto-réflexion, eh bien, c'est d'aller dans une direction. Comment devenir le sujet
dans la cité. Le sujet dans la cité, c'est la revue, sous la direction de Christine Delory-Mombava, revue éditée par Jean Ferreux et ses éditions, entre autres. Vous aurez peut-être l'occasion de découvrir tout ce que Jean Ferreux a réalisé depuis 1999, pendant la pause. Il est bien difficile de mettre un terme à ce que nous faisons, à ce que je fais. Donc j'ai choisi le terme « mettre la vie en scène ». On comprend. Dans cette université Goethe, qui aura également 100 ans, en 2014, université créée à cette période, université avec des fonds privés par une bourgeoisie éclairée. Fait surprenant, après l'ouverture du mur, le Land de Hesse se trouve Francfort. Le Land de Hesse a attribué à l'université tout un lieu fondamental, malheureusement, dans l'histoire. C'est ce qu'on appelle la IG Farbengebäude, c'est-à-dire les bâtiments de la IG Farben. IG Farben a fondamentalement participé à l'essor du national-socialisme, à la prise du pouvoir indirectement par des fonds et par l'une de ses entreprises, le cyclone B, gaz utilisé dans les camps de concentration. Fait du hasard, j'enseigne dans ce locaux. Mettre sa vie en scène. Eh bien, il s'agit d'approche expérientielle. Le mot expérientiel, on le connaît dans nos contextes professionnels. À l'époque, expérientiel nous venait des États-Unis. En allemand, on comprenait Erfahrungs-, Erlebnis-, Handlungsorientiert, c'est-à-dire centré sur l'expérience, sur le vécu, sur l'action, sur la relation. Dans les années 70, c'était relativement nouveau. Dans les pratiques formatives et dans la pédagogie. Approche actionnelle, on en parlera tout à l'heure, c'est devenu l'un des points forts de la pédagogie actuelle. Donc, dans ce contexte, les questions que je me suis posées, que nous nous posions, c'est que faire, quelle forme développer. Et donc, ce cheminement, c'est après avoir passé donc le Rhin, j'ai entrepris plusieurs cycles d'études, dont un cycle d'études en sciences de l'éducation à l'université de Francfort. Et donc, à partir de 76-79, j'ai moi-même enseigné dans cette université. Encore. Donc, c'est un travail de recherche-action-formation que je vous propose, et de cette centration sur le sujet. La centration sur le sujet, c'est tout à fait moderne. Mais à l'époque, nous formions des enseignants. Et les enseignants étaient avec des élèves, des apprenants, non pas de sujet. Donc, il a fallu passer de cette position d'élève à apprenant vers le sujet. Il faut dire. Nous avons eu recours à des méthodes d'action. Et Moreno, à partir de 1925, a développé aux États-Unis ce qu'il a appelé Action Methods. Ces méthodes pour
aller vers la rencontre, pour favoriser la rencontre. En France, on sait très bien que Moreno a développé la sociométrie, le psychodrame. Mais à quelle période et qu'a-t-il encore développé? Il est bon de savoir que Moreno a commencé par le théâtre de la spontanéité, l'année 1921-1923. Son premier ouvrage, le deuxième, après Einladung zur Begegnung, donc après Invitation à la rencontre, eh bien c'était Théâtre de la spontanéité, la Stegreiftheater, 1923. Il y pose déjà le terme d'un théâtre qui deviendra un théâtre interactif, les bases d'un théâtre thérapeutique et les bases de ce qui le mènera vers le psychodrame. Il y fait l'expérience de la catharsis sur scène. Catharsis des spectateurs, mais catharsis des acteurs aussi. Catharsis mentale, et bien d'autres formes. À l'époque, dans les sciences de l'éducation, nous sommes très intéressés par un certain nombre de concepts. Dans le travail que développe Moreno, eh bien, il y a l'idée fondamentale d'empathie, de perception de soi, de perception de l'autre, d'auto- et d'hétéroperception. Donc, tous ces éléments qui vont aller vers cette rencontre entre soi et l'autre. À l'origine, trois éléments fondamentaux: le travail du double, du miroir et du renversement de rôle. Ceci pour permettre une communication interpersonnelle sous une forme personnelle. Mais il est clair que lorsque le psychodrame travaillera dans le monde thérapeutique, on travaillera également sur l'intra-personnel, sur l'intra-psychique. Eh bien, ce qui a été développé à partir de 1930, les fondements de la démarche morénienne, c'était en 1953, une impulsion d'Anne-Ancelin Schutzenberger, que ces écrits paraissent. Et ils paraissent d'abord en sociologie, vous voyez, bibliothèque de sociologie moderne, contemporaine. Ces fondements de la sociométrie, même période, vont paraître également en Allemagne. Mais il est bon à savoir que les fondements de la sociométrie, eh bien, c'est la traduction d'un ouvrage qui s'est appelé en 1934 « Who shall survive ?» Qui survivra, en 1934. À partir des années 70, donc le psychodrame, 66, puis deuxième édition, 70. Donc, après les fondements de la sociométrie, on va aller vers le psychodrame. Et dans les années 80, on redécouvre cet intérêt pour Moreno. Ouvrage publié en 84, Théâtre de la spontanéité. Puis une année plus tard, Mettre sa vie en scène, Grete Leutz, contemporaine et homologue d'Anne-Ancelin Schutzenberger, a publié un livre, Mettre sa vie en scène, avec l'aide des autres. Donc, cette nécessité en France de traduire. On connaît très bien que lorsqu'il se passe quelque chose, toute la presse française parle de psychodrame. Donc quelque chose de très mal géré qui finit mal. Ce n'est pas le cas du psychodrame, c'est tout à fait le contraire. Donc, acception difficile. À partir de 2003, accessible à tout le monde, en collection de poche. Et vous voyez, sur la page de couverture, deux chaises. Eh bien, c'est cette invitation entre je et tu. Ces deux chaises qui, finalement, nous montrent une forme de double, l'un à côté de l'autre, et qui va comprendre l'autre. Quelle va être cette compréhension mutuelle? Dans les années 80, une énorme publication, d'énormes publications, donc un énorme mouvement de publication
dans les différents pays, très fortement également dans le monde germanophone et dans le monde anglophone. Germanophone, à partir de 1975, les instituts Moreno se forment, se créent. Et pourquoi? En quelque sorte, c'est se restituer, se réapproprier l'histoire, les courants intellectuels forts qui ont été occultés par le national-socialisme. Courants intellectuels porteurs d'émancipation. Rencontre dans les années 75, vous voyez, Gestalt, bioénergie, psychodrame. Donc, en 1975, donc, cette période, 1975, les instituts Moreno qui se créent, 1975, aux États-Unis, Jonathan Fox va également peu à peu développer cette démarche théâtrale, théâtre et récit de vie. Des moments importants, 1976, les récits de vie. Toute une mouvance. Mais également, dès les années 70, Ada Abraham a travaillé avec Anne Ancelin-Fisson-Berger l'analyse de groupe, la dynamique de groupe, et on prend peu à peu conscience que tous ces éléments, bien, il faut également les adapter dans l'éducation. Parallèlement, en Allemagne, on essaye de voir ce que la Gestalt peut apporter à la pédagogie dans les sciences de l'éducation. On parle de Gestalt pédagogique, de pédagogie de la Gestalt. Concept dit d'éducation intégrative. Non pas intégrée, mais intégrative. Et je me suis rendu compte que ce terme d'intégratif est également courant en France. L'édition anglaise est The Confluent Education, Living Classroom. Donc, la classe vivante, l'éducation confluente, cette nécessité de traduire différemment un certain nombre de fondamentaux. Même chose. Voilà, Axel Bourreau, Sciences de l'éducation, Université de Kassel. C'est une université qui a développé en Allemagne des cursus très importants, cursus de supervision. Lernzielmenschlichkeit. Donc, ces apprentissages ont un but, enseigner l'humanité. 1995, il faudra un certain nombre de temps. Donc, les gens en Gestalt ont été beaucoup plus dans l'intégration, dans l'adaptation. En 1995, première thèse sur les fondements d'une pédagogie par le psychodrame. Nous passons peu à peu du thérapeutique vers le pédagogique, vers les sciences de l'éducation. Et donc, dans toute cette période des années, fin des années 70, 80, 90, comment adapter ces très riches instruments dans la pédagogie, dans la formation, dans l'éducation et dans l'apprentissage d'une langue. J'ai contribué à la création de ce centre avec Marie et Bernard Dufeu en 83, où nous avons adapté les éléments moréniens à l'apprentissage d'une langue. Vous voyez sur la photo une personne qui porte un masque. En quelque sorte, c'est la protagoniste. Donc, c'est l'élève dans l'ancien modèle. Elle est participante, apprenante. Nous parlons de participants. Et puis l'enseignant, changement paradigmatique fondamental, l'enseignant est dans une position d'accompagnant, dans une position de double. Elle va lui suggérer des mots en français. La personne qui apprend est allemande, germanophone. Elle va lui suggérer un certain nombre de mots, de situations correspondant à ce qu'elle pourrait ressentir. Ainsi se construit l'apprentissage. Et puis, du double,
nous allons passer vers le miroir. Et vous voyez que dans le miroir, peu à peu, la personne en situation d'apprentissage, cette personne va pouvoir dire « je » dans une langue étrangère. Elle devient sujet en disant « je ». L'apprentissage s'organise également avec des égos auxiliaires. Vous voyez la position où l'enseignante, dans ce cas-là, nous parlions d'animateur, d'animatrice, eh bien, cette animatrice est dans le cercle intérieur. Et dans le cercle extérieur, d'autres personnes en situation d'apprentissage. Il y a une dynamique qui se met en place. La parole circule. Il est clair que ces pratiques, dans les années 70-80, n'ont pu être développées d'abord que dans des lieux privilégiés de la formation permanente. La rencontre entre deux personnes avec le soutien du groupe, soutien linguistique. Et puis, rencontre de groupe, pour reprendre en quelque sorte l'idée de rôle collectif. Chaque groupe joue un rôle et il y a une rencontre collective. Une forme d'application du sociodrame. En un mot, ce que nous avons fait, c'est d'intégrer les structures fondamentales du psychodrame, de la dramaturgie. Nous préférons parler de dramaturgie à cette époque, et non pas de théâtre. Le théâtre est encore classique, apprentissage de rôle figé. Et cela constituera une structure référentielle pour transformer les situations d'apprentissage. À la même période, à partir de 77-78, Augusto Boal, en exil, ayant dû quitter le Brésil, puis l'Argentine, dans des situations de dictature, sera accueilli en France. Et à partir de 79, pourra créer un centre dans le cadre des CNEA, Centre d'entraînement en méthode d'éducation active. Et jusqu'en 85-86, Augusto Boal va en France développer ce théâtre de l'opprimé. Donc, cette démarche aura une grande audience, car c'est une démarche dialectique qui travaille sur les oppositions fondamentales. Également, théâtre de l'opprimé, dit Boal, sur l'idée d'une pédagogie de l'opprimé, développée par Paulo Freire. Il est clair qu'Augusto Boal est dans cette tradition, est dans la tradition morénienne. J'ai travaillé avec Augusto Boal pendant cette période. En 1984, donc 85, peu à peu Moreno, il n'est plus présent, mais Augusto Boal va mener, bien qu'il en prenne ses distances, va mener tout un travail, toute une recherche. Augusto Boal a intégré le journal vivant qu'avait Moreno. Il a commencé avec le mettre en scène les nouvelles du jour dans la Vienne de l'époque, puis aux États-Unis. Augusto Boal parle de théâtre-journal. Et dans mes approches, j'ai proposé d'intégrer Moreno et Boal, de parler de théâtre-journal vivant. Théâtre-journal vivant est une des démarches qu'Augusto Boal aura développées. Augusto Boal a fondamentalement révolutionné le théâtre dans la deuxième partie du XXe siècle. Spectateur, acteur. Il parle de spectateur, c'est-à-dire cette frontière entre ceux qui agissent et les autres qui regardent, eh bien cette frontière, elle est abolie.
Auguste Boal a développé un arbre de la connaissance, avec de profondes racines. Les plus profondes sont l'éthique, la philosophie, l'histoire, l'économie, la politique, la solidarité, et comment développer toutes ces démarches. Dans les années 80, Auguste Boal dit « tout le monde est acteur ». Et puis, si tout le monde est acteur, le premier vocabulaire de l'acteur, c'est son corps. En 2008, en Allemagne, avant son décès, Auguste Boal travaille avec son fils. Il est dans la transmission, Julian Boal. Il transmet des pratiques pour transformer les relations humaines, pour transformer les relations sociales. Dans la représentation, un conflit entre hommes et femmes sur cette scène. Dans ce conflit, Auguste Boal va développer des démarches. Il parlera de répétition analytique, c'est-à-dire de comprendre de l'intérieur ce qui se passe pour les différentes personnes du conflit. Et il explorera le conflit avec, en quelque sorte, l'une des personnes qui aura représenté le protagoniste ou l'antagoniste. Nous sommes très proches de Moreno. Auguste Boal, 2009, fait une conférence à l'UNESCO où il mentionne que nos sociétés sont spectaculaires, que nous avons besoin d'agir. Un théâtre pour humaniser l'humanité. À cette période, dans mes publications, je rapproche Boal et Moreno, publications en allemand ou en anglais. J'ai très peu publié sur ce genre de travail en français. À la même période, en 90, Auguste Boal se rapproche du travail sur la thérapie. Qu'est-ce qu'il écrit ? L'extraordinaire pouvoir du théâtre est dû à ses trois propriétés essentielles. La plasticité qui permet et induit le libre exercice de la mémoire et de l'imagination, le jeu du passé et du futur, le dédoublement qui se produit chez le sujet qui entre en scène, fruit du caractère dichotomique et dichotomisant de ces tréteaux, et qui permet et rend possible l'auto-observation. Enfin, la propriété télémicroscopique qui magnifie tout et rend tout présent, nous permettant de voir ce qui, sans elle, sous une apparence plus petite ou plus lointaine, échapperait à notre regard. Et Auguste Boal écrit « La fonction thérapeutique spécifique réside en cela ». Cette fonction spécifique du théâtre, voir et entendre, en voyant et en écoutant, et en se voyant lui-même et en s'écoutant. Le protagoniste acquiert des connaissances sur lui-même. Je vois et je me vois, je parle et je m'écoute, je pense et je me pense. Le je maintenant perçoit le je avant et pressent, anticipe un je possible, un je futur. J'ai lu cet extrait parce qu'il est très proche du théâtre-récit, dont je vais vous parler peu à peu.
Donc, Boal, publié aux États-Unis, dans le monde entier, et dans cette période, dans cette mouvance, Jonathan Fox, à partir de 1975, donc, comme je l'avais dit, va développer le théâtre-récit, le playback théâtre. 1975, en France, enfin le théâtre-récit. Mais c'est une mise en scène partant des cloches de Bâle, d'Aragon. Il va écrire, transformer, faire une mise en scène, Catherine. Des éléments autobiographiques et puis des éléments de fiction. Dans le théâtre que développe Jonathan Fox, ce sont un théâtre de récit de vie. Mais il est bon à savoir qu'entre 73 et 75-76, Jonathan Fox se trouve en contact avec le psychodrame, avec l'Institut Moreno. Et vous voyez sur cette photo, l'Institut Moreno avait son propre théâtre, créé en 1936. Et Jonathan Fox, en formation en psychodrame, a été invité par la veuve de Moreno, Cerca Moreno, à y pratiquer le playback théâtre. Donc, les liens sont évidents. Première publication de Jonathan Fox en 1987, aux éditions Springer, à New York, ce qui est essentiel chez Moreno. The Essential Moreno. En 1993, première publication sur le théâtre-récit, le playback théâtre, le sous-titre « Histoire personnelle au playback ». Donc, représenter une histoire, c'est représenter son histoire personnelle à l'aide des autres. Jo Salas, la compagne de Jonathan Fox, musicothérapeute, va intégrer la musique dans le playback théâtre. Un an plus tard, il y aura un ouvrage théorique de Jonathan Fox intitulé Act of Service, intraduisible, un acte de service, intraduisible. Mais Act of Service, c'est se mettre à la disposition de l'autre. 1993, nous avons créé une compagnie, Spiegelbühne, à Francfort, le théâtre du miroir. Vous voyez sur cette photo le type de travail que nous élaborons. Nous représentons dans cette sculpture fluide les différentes facettes de la même personne. En quelque sorte, c'est un miroir multiple dans la tradition morénienne. Et puis, l'emplacement, la dramaturgie spécifique du playback théâtre que nous allons vivre dans la deuxième partie de cette matinée, eh bien, vous voyez que la personne sur la gauche, donc, est une storyteller, en fin de compte, est une narratrice, une conteuse, et puis la personne qui l'accompagne, moi-même, je suis dans le rôle du conductor, du conducteur. Mais on pourrait tout à fait imaginer que c'est une forme d'accompagnement. Sur scène, des acteurs vont se mettre à la disposition de la narratrice ou du narrateur. À droite, un musicien. La musique va reprendre ce qui se dit, ce qui ne se dit pas entre les lignes, saisir l'essence des choses. Puis la représentation, et après la représentation, la restitution, que nous verrons tout à l'heure. En 2005, Jean Ferreux a créé une collection, 2004-2005, avec Christine Delory-Mombarger, une collection qui s'appelle L'écriture de la vie. Et à cette époque, nous nous sommes demandé comment traduire. Première maquette, théâtre, récit, la mise en scène. Et puis peu après, nous avons changé
sous l'impulsion d'une amie, professeure à la Sorbonne Nouvelle à Paris, en disant il s'agit plutôt d'un théâtre en miroir, appelons-le théâtre en miroir, l'histoire de vie mise en scène. Donc ce fut le titre qui a été retenu. Mais playback théâtre, il n'en était pas question. Dans un public français ou francophone, on n'aurait pas compris. Donc tout ce travail, et ça a été mon approche particulière dans cette dramaturgie relationnelle que j'ai développée au cours de ces années, eh bien, c'est un travail sur l'intégration de ces pratiques, mettre la vie en scène. Et effectivement, dans le cadre universitaire où je suis, de filière LMD, comme on connaît en France, et puis filière enseignement. Les UFL sont intégrés, donc nous formons des enseignants, futurs enseignants de langue et d'autres publics. Et dans ce cadre européen commun de référence, depuis 2000-2001, eh bien, deux objets fondamentaux, c'est de développer la perception et la réflexivité dans des situations plurilingues et pluriculturelles. Donc, beaucoup de choses ont été développées. Je vous renvoie aux travaux de Muriel Molinier, sur la biographie langagière, mais aussi sur l'idée d'une pratique intégrée de biographie éducative. La biographie éducative a été développée par Pierre de Ménissé à l'Université de Genève. Et à cette période, donc, comment intégrer le récit de vie? Claire, Daniel Berthaud parle de récit de vie en 1976. Cet ouvrage a été réédité ou sous une autre forme dans les années 90. Donc, on voit peu à peu qu'il y a émergence de ces différents courants. Et puis, Gaston Pinault, donc, qui a fortement donné une impulsion au récit de vie, en France, l'histoire de vie, accompagnement et histoire de vie. Donc, comment introduire toutes ces pratiques à l'université, dans la formation, et dans ces pratiques plurilingues, pluriculturelles? Comment inviter les étudiants à aller à la rencontre des autres, à la rencontre de l'autre, mais en même temps, comme le suggère Paul Ricoeur, soi-même comme étant comme un autre, à la rencontre de soi-même. Même chose, il est clair que je me suis formé au psychodrame, je me suis formé à la démarche avec Auguste Boal, au théâtre-récit, et dans ces pratiques, nous devions profondément travailler sur l'analyse de nos pratiques. Donc, la supervision, dans les années 80, puis à partir des années 90, on a parlé coaching. Donc, tous ces éléments étaient des pratiques intégrées à l'ensemble. Donc, comment faire de même? Comment intégrer à l'université toutes ces pratiques? Et dans le département, l'Institut des langues et littératures romanes, où j'enseigne, eh bien, j'ai proposé coaching pour romanisme, des modules de qualification. Et dans ces modules de qualification, eh bien, les étudiants apprennent à lutter contre leurs démons, leurs propres angoisses, à lutter contre les difficultés, les examens, les difficultés. Et puis, au sens propre, cet ouvrage, Prüfungscoach, donc, comment être et organiser, juste avant les examens, des formes de coaching pour accompagner les étudiants. Et ceci se fait en langue étrangère, puisque donc mon enseignement se fait en français, pour la formation des futurs professeurs de langue, entre autres. Alors, en utilisant bien sûr ces pratiques dramaturgiques, et de proposer à un étudiant, accompagné d'une ou deux autres personnes, à imaginer et à mettre en scène ses propres démons. Démons, Daimon, c'est l'ouvrage qu'a publié Moreno en 1918, entre un démon et le daimon. Le daimon serait l'ange gardien.
Pendant toute cette période, donc dans les années 80, on parle de supervision pédagogique pour les analyses de pratiques professionnelles. Et puis, il est bien clair que ces analyses de pratiques eh bien, se font à l'aide des démarches que nous développons. Donc, comment, par exemple, à l'exemple de Ferdinand Poor, comment utiliser la supervision avec des instruments psychodramatiques. Ferdinand Poor, à l'origine, aux sciences de l'éducation, est un penseur très important en Allemagne. Il a intégré le psychodrame dans le théâtre, et puis la supervision. Et phénomène intéressant, 2010, il publie un ouvrage où il passe de la supervision au coaching, ou bien au life coaching. En fin de compte, la frontière entre supervision professionnelle, accompagnement personnel, cette frontière, elle s'estompe. Eh bien, c'est toute la personne, tout l'humain qu'il faut accompagner. Vous connaissez cet ouvrage en France, Coaching pour les nuls. Mais quelle erreur de publication. Il faudrait l'appeler Coaching pour tout le monde, accompagnement pour tout le monde. Cet ouvrage est une traduction de l'anglais que l'on retrouve en Allemagne et qui s'appelle Life Coaching. Pour Thomas. Life Coaching pour les gens bêtes. J'aurais le titre à mettre entre toutes les mains. Au même moment, Ferdinand Poor, donc après cette publication, l'intégration du psychodrame dans la supervision comme pratique d'analyse professionnelle, eh bien, parallèlement, publie un ouvrage, 2008-2009, Psychodrame et Société. Wege zur sozialen Erneuerung von unten. Comment transformer la société par le bas? Puisqu'on parlerait de démocratie participative, le terme est tellement galvaudé, difficile à savoir ce que c'est. En 2011, Muriel, auparavant, a mentionné dans la présentation ce colloque que nous venons d'organiser, le congrès mondial, le 10e congrès mondial, avec des praticiens de playback théâtre. Et nous avons choisi le titre « Dialogue social dans un monde en rupture ». 410 personnes venant de 33 pays. La démarche du théâtre récit est présente dans plus de 60 pays. Joe Salas, partenaire de Jonathan Fox, développe des démarches extrêmement intéressantes. Et peu à peu, notre objectif est d'intégrer ces démarches en Europe également. Dans un ouvrage qu'elle a publié en 2007, elle relate un travail extrêmement intéressant avec des migrants. Et cette nécessité, true story, ce sont des histoires vraies, des histoires vécues par des migrants. Ces migrants qui sont des sans-papiers, des immigrants illégaux, qui doivent passer la frontière du Mexique. Dans tous ces immigrants de ces pays limitrophes qui vont vers les États-Unis, vous voyez sur cette photo à gauche 3 personnes. On n'en voit que 2,5 la photo. Mais vous voyez donc la personne qui est en train de faire la narration de son récit. Jo Salas, dans le rôle de conductrice, l'accompagne, et la 3e personne est traductrice. Sur scène, les acteurs sont bilingues, anglophones, hispanophones. Après la représentation et pendant la représentation, la présentation se fait en la présence des enfants, parents et enfants. Les enfants entendent pour la première fois l'histoire de leurs parents.
Flo Salas a travaillé depuis 1999 dans les lycées, dans les collèges de l'État de New York, avec 25 000 lycéens et leurs enseignants, sur le thème « Le harcèlement scolaire à l'école ». Des représentations publiques dans de tels espaces, et puis ensuite des formations en suivi. Et l'objectif est peu à peu de former des équipes sur place, avec des élèves, des acteurs sociaux, qui vont, avec l'aide des acteurs professionnels, peu à peu représenter l'histoire de leur contexte. Nous sommes dans un travail de miroir social. Début des années 2000, Jonathan Fox est invité avec une organisation non gouvernementale au Burundi à y proposer des ateliers. Il travaille avec une équipe. Dans un premier temps, cette équipe s'était entraînée aux méthodes d'Augusto Boal. Donc, Jonathan Fox arrive dans un tel contexte, et là, il y développera également tout un travail de représentation à 2 reprises. Après cette expérience, Jonathan Fox constate qu'il faut cependant développer d'autres formes et avoir un suivi pour être plus dans la congruence et dans la continuité. Au même moment, des travaux se réalisent aux États-Unis. Nous parlons de recherche-action participative. La recherche-action participative est très développée dans le Canada et se développe fortement aux États-Unis. Donc, une forme où, dans la recherche-action elle-même, ces instruments sont intégrés. Et puis, à partir des années 2000, donc, ce type de théâtre va se développer dans bien des espaces, lorsqu'il y a un tsunami, faire que les populations puissent parler, se retrouver pour trouver des mots sur l'indicible. Jonathan Fox a développé un tel projet à la suite de l'ouragan Katrina dans la New Orleans. Et sur place, il était clair qu'il ne pouvait pas venir avec une équipe de New York, mais il devait constituer des équipes sur place. Des personnes qui étaient très proches de la population. Peu à peu, tout un réseau se constitue. Le pouvoir transformateur des récits de vie et de la représentation. Tout ceci pour devenir le sujet de son histoire. Bien des ouvrages, représenter l'autre. Sur cette photo, un travail que nous avons développé depuis 10 ans, avec des chômeurs et des associations, sur Francfort. Sur scène, 3 des personnes sont des chômeurs de longue durée, et les 3 autres sont des acteurs de notre équipe. Ils sont montés eux-mêmes peu à peu sur scène. Ici, une intervention dans une pratique qui s'appelle Seelsorge. Seelsorge, c'est s'occuper des âmes. Il y a des personnes dans des situations où il y a eu deuil, où il y a eu accident. Eh bien, ces personnes sont des accompagnants. Et nous avions été invités à faire un travail pour exprimer ce qui, quelquefois, ne pouvait pas se dire dans de telles situations.
dernier exemple. Nous avons été invités en septembre 2011 à inaugurer le théâtre de Moreno, le premier théâtre de Moreno, dans l'un des instituts Moreno, qui, dans cette situation actuelle, nous sommes dans des moments de passage, eh bien, cet institut Moreno est intégré dans une fondation qui a pour objet l'assistance à l'enfance et l'assistance à la jeunesse. Nous avons formé une équipe en l'espace de 12 heures, et cette équipe, ces personnes, sont tous des coachs, des psychodramatistes, et en 12 heures, donc, l'objet était d'inaugurer cette première salle du théâtre morénien en Allemagne. C'est le président de cette fondation qui fera un récit de vie, et qui sera représenté sur scène. Il fera le récit d'un moment fondateur, fondamental, dans son histoire, qui a mené à créer une fondation dont l'objet est l'assistance à l'enfance et à la jeunesse. La présentation aura lieu. Et puis, on constate que travailler avec cette démarche, sur cette photo, eh bien, c'est créer du lien. Du lien dans un groupe pour aller vers le lien social contre la fragmentation sociale.